un seul procès, 3 mandats d'arrêt contre M. Gbagbo, M. Blé Goudé et Mme Simone Gbagbo, dont le mandat d'arrêt a été annulé. Un seul procès ouvert le 28 janvier 2016 et fermé le 15 janvier 2019, enfin fermé définitivement le 31 mars 2021, c'est-à-dire 5 ans de procès. Résultat des courses, un acquittement. Et quel genre d'acquittement? Un acquittement sur fond de no-case to answer. Les juristes spécialistes de droit international pénal comprendront et vous le diront. Le no-case to answer, c'est une procédure, même pas clairement écrite, de droit anglais surtout, dans lequel le juge statue seulement à partir des dépositions et des témoignages d'une seule partie. L'autre partie estimant qu'il n'y a même pas besoin pour elle de se défendre. Ça veut dire seulement sur la base des témoignages de l'accusation, la chambre de jugement 1 a statué et a estimé que, en l'état, le bureau du procureur ne rapportait pas suffisamment d'éléments permettant de retenir la responsabilité pénale de M. Gbagbo, de M. Blé Goudé pour les faits qui leur étaient reprochés. Conséquence, toutes les victimes qui étaient constituées, c'était combien? 600 ou 700, je ne sais même plus. Voilà, 700 et quelques. 727, je ne sais pas. Voilà. Lorsqu'il y a acquittement, il ne peut pas y avoir de réparation. Donc, les victimes qui étaient constituées dans cette procédure n'auront pas de réparation. Mais en même temps, si ce n'est pas ces deux personnes, ces deux autorités qui ont commis ces faits, mais qui les a commis? Bombardement du marché d'Agogo, tuerie de cette femme, manifestation réprimée devant la RTI le 16 décembre 2010. C'est autant de faits assez graves, sur lesquels le procureur ne nous fait plus de retour. Ça veut dire quoi? Autant d'argent, autant de moyens, autant d'énergie. Pourquoi? Pour zéro, la montagne accouche une souris. En face, la décision le disait clairement que le procureur doit enquêter dans les deux camps. Alors, comment se fait-il que 11 ans après, alors même que le procureur avait annoncé Côte d'Ivoire 2 pour poursuivre dans l'autre camp, on ne voit rien poindre à l'horizon? On nous dit depuis longtemps, depuis 2015, que les enquêtes dans Côte d'Ivoire 2 ont commencé à se poursuivre, mais jusqu'à présent, rien. Alors, si le procureur a été autorisé à enquêter à partir de 2002 jusqu'à présent, figurez-vous que 2002, ça fait 20 ans maintenant. Donc, le temps qui passe nous éloigne des faits, le temps qui passe nous éloigne des probabilités certaines de trouver des preuves, des témoins crédibles et des victimes encore en vie qui pourraient bénéficier dûment de réparation. C'est les anglophones eux-mêmes qui disent « justice delayed is justice denied ». La justice est retardée et la justice est déniée. Quelles sont les chances aujourd'hui du procureur de la CPI de nous présenter des enquêtes suffisamment bien ficelées autour de Côte d'Ivoire 2? Déjà que dans Côte d'Ivoire 1, les juges avaient interpellé le procureur pour dire que les enquêtes n'étaient pas bien montées, raison pour laquelle ils avaient pu statuer en bloqué en soi et acquitter les accusés. Alors, tout le temps qui passe ne sert ni le procureur lui-même, ni l'opinion publique ivoirienne, ni les victimes, et plus que certainement, ni les ayants droit de victimes. Nous avons adressé une lettre ouverte au procureur de la CPI pour attirer son attention, parce que nous avons l'impression que le gros de son actualité actuellement, c'est l'Ukraine, c'est la Palestine, etc. On veut bien, mais en même temps, après avoir été autorisé à enquêter dans un pays comme la Côte d'Ivoire, je pense que le processus doit aller chaud. Après avoir fait des promesses aux victimes, après avoir engagé toute la société civile pour l'aider dans ses enquêtes, on ne peut pas, n'est-ce pas, laisser l'opinion publique comme ça, sans aucune information. Nous nous plaignons parce que nous n'avons aucune information. Est-ce que ces enquêtes continuent réellement? Si oui, mais où est-ce qu'on en est avec ces enquêtes? À quand des poursuites? Ça, c'est pour Côte d'Ivoire 2. Et pour Côte d'Ivoire 1, ok, des personnes ont été acquittées pour les faits qui ont été commis. Mais si ce n'est pas ces personnes, qui a commis ces faits?
Nous mettons ça en lien avec la réconciliation. Pour nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, il ne peut y avoir de réconciliation vraie en Côte d'Ivoire tant qu'on ne passe pas par la justice et par la vérité. Je vous le disais il y a 3 mois. Voilà un pays qui ne fait que se réconcilier depuis 20 ans. Tous les régimes qui se succèdent parlent de réconciliation. La réconciliation, ce n'est pas un programme de gouvernement. Mais notre question demeure, on se réconcilie autour de quoi? Vous appelez la réconciliation, mais ce n'est pas quand on remet un passeport à quelqu'un, ce n'est pas quand des acteurs politiques se retrouvent pour parler de je ne sais quoi. Qu'on dit qu'il y a eu réconciliation. S'il y a nécessité de réconciliation, ça veut dire que les fondements de la société, n'est-ce pas, ont été perturbés à un moment donné. Et donc si on assume ça comme tel, mais il faut qu'on ait le courage de s'asseoir pour faire un véritable exercice de catharsis qui nous permet de poser tous les problèmes sur la table. Et l'une des voies, c'est la justice, c'est la vérité. Mais on ne se dit pas la vérité entre nous. La réconciliation se résume en des arrangements coquins. Voilà donc, mesdames et messieurs, les raisons pour lesquelles nous avons décidé d'envoyer cette lettre ouverte au procureur et il l'a déjà reçue. Et nous allons continuer à faire ce tapage, pas parce que nous voulons soutenir Mamadou République Bideta, nous voulons, dans ce pays-là, pour une fois, la Cour pénale internationale qui a été décriée longtemps et qui nous a donné justement des motifs d'insatisfaction, nous lui demandons de faire l'effort de rectifier le tir. C'est encore possible. Vous êtes autorisé à enquêter dans 2 camps. Vous avez enquêté sur un camp, c'est inachevé. Mais sur l'autre camp, il n'y a rien. Du tout. Voilà donc les raisons de notre interpellation. Nous rappelons au procureur sa mission et nous lui rappelons la décision par laquelle il a été autorisé à enquêter. Donc, mesdames et messieurs, avec votre permission, je voudrais passer sur ce premier point pour en arriver au second point. Le second point, c'est l'imposition de la couverture maladie universelle. Alors, il faut bien comprendre notre approche pour peut-être ne pas dire ce qu'on n'aurait pas dit ici. Dans un pays qui se veut moderne et qui se respecte, il faut une couverture maladie universelle. Donc, l'idée de couverture maladie universelle, ce n'est pas ça qui est mauvais. Les autres parlaient d'assurance maladie universelle, bref, peu importe. Mais il faut un système qui permette, n'est-ce pas, une certaine sécurité sociale sanitaire pour les citoyens. On est d'accord sur ça. Mais à quel prix cela doit être fait? Comment est-ce qu'on présente cela aux citoyens? C'est en ce moment que se situe notre problème. On ne peut pas rendre cette couverture maladie universelle obligatoire. Parce que finalement, on nous parle de permis, on nous parle de passeport, ça veut dire qu'en réalité, aucun Ivoirien en âge adulte ne pourra y échapper. On nous parle d'inscription à l'université, c'est bien ça. Premièrement, en tant que défenseur des droits de l'homme, nous estimons que ça crée un problème des droits de l'homme. Oui, mais quid de ceux qui ne sont pas intéressés par cette couverture maladie universelle? C'est le droit de ne pas être intéressé par ce produit. Deuxièmement, en la rendant obligatoire, mais est-ce qu'on s'est assuré que les prestations, la qualité, le plateau technique des structures sanitaires visées sont à même de répondre aux besoins des citoyens? Ensuite, à quels citoyens on s'adresse? N'oublions pas que on s'adresse à ces citoyens-là, où il y a quelques mois, à qui on disait, pardon, il y a quelques mois, qu'il faut comprendre et accepter la cherté de la vie. C'est à ces mêmes citoyens qu'on faisait comprendre que le carburant allait sans doute augmenter. C'est à ces mêmes citoyens qu'on faisait comprendre que la crise en Ukraine avait causé l'inflation, etc., etc. C'est les mêmes citoyens ivoiriens qui n'ont pas changé. Et ce n'est pas une nouvelle qui vient en ces temps de rentrée scolaire pour rassurer les Ivoiriens. En tant que société civile et défenseur des droits de l'homme, nous sommes au contact des populations. Mais figurez-vous qu'avec l'augmentation des prix de certaines denrées, l'augmentation des transports, mais
il y a des Ivoiriens qui n'arrivent même pas à aligner de repas. Il y a des Ivoiriens qui n'arrivent pas du tout à scolariser leurs enfants. C'est difficile. La pauvreté devient grandissante et on nous présente un produit de couverture maladie universelle qu'on va rendre obligatoire pour tous les Ivoiriens sans même qu'on ait plus le soin de bien expliquer aux Ivoiriens les tenants et les aboutissants, sans même qu'on ait plus le soin d'assurer aux Ivoiriens des structures sanitaires qui soient capables de répondre à leurs aspirations. Prenez le cas des populations rurales. Des gens qui vivent dans les populations, dans les hameaux les plus reculés de Côte d'Ivoire, qui vivent difficilement, qui ont des problèmes de terre. Des gens pour qui la structure sanitaire la plus proche est à des kilomètres. Des gens qui prennent un repas familial avec moins de 1000 francs par jour. Calculez le nombre d'enfants qu'ils ont. Et ce que vous leur demandez de payer maintenant. Alors, nous estimons que cette mesure, elle n'est pas opportune. Pas la couverture maladie universelle en elle-même, mais le fait de la rendre obligatoire, elle n'est pas opportune. C'est une mesure impopulaire qu'il faut reconsidérer et retravailler. Nous pensons qu'il faut un certain nombre d'accompagnements, que cette question soit purement et savamment réfléchie. Bon, peut-être réfléchir n'est pas le mot, soit mieux élaborée pour permettre aux Ivoiriens d'y adhérer. Ensuite, comme la couverture maladie universelle ne vient pas de commencer, elle a commencé depuis quelques années déjà, mais est-ce qu'il est possible de nous faire le bilan, n'est-ce pas, de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle jusque-là? Ça a rapporté combien dans les caisses de l'État et ça a permis de faire quelle construction, quelle amélioration, ça a permis de recruter combien de personnel de santé, ça a permis d'améliorer le plateau technique de combien de structures d'accueil de santé, etc., etc. En toute chose pour nous, il faut communiquer avec les populations. Ceci me permet de glisser sur un autre point qui nous a trouvé en cours de route alors qu'il n'était pas prévu. L'augmentation du prix du carburant. Et tout ceci est lié, c'est-à-dire, c'est les mêmes citoyens ivoiriens, les mêmes populations, à qui on disait il y a quelques mois, accepter la cherté de la vie, ce n'est pas notre faute. On vient leur dire de payer la couverture maladie universelle obligatoirement. À eux encore, on vient demander d'accepter le coût du carburant. Alors, on le disait la dernière fois, ce que nous attendons de la part du gouvernement, ce n'est pas des explications, c'est des résultats. Parce qu'en face, nous avions proposé que l'État réduise son train de vie. Réduire son train de vie signifie qu'il faut qu'on sente cet effort de sacrifice de la part des autorités. Il faut qu'on sente ces sacrifices-là. Nous sommes surpris parce que l'augmentation du prix du carburant, personne n'en a parlé. Consommateurs, société civile, intellectuelle, personne n'en a parlé. On se réjouit de ce qu'il y ait eu un accord avec des syndicats de transporteurs qui ont garanti qu'il n'y aurait pas d'augmentation. On espère que ce sera effectif. Mais une chose, vous avez vu avec nous, il y a quelques semaines, pour les légères augmentations dont les fonctionnaires ont bénéficié, vous avez vu des panneaux publicitaires partout dans Abidjan. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On a applaudi. Mais en même temps, les fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire sont 340 000 et quelques. C'est-à-dire que ça ne fait même pas 1% de la population ivoirienne. Tout le monde n'est pas fonctionnaire. Donc quand on augmente le salaire des fonctionnaires, en considérant même qu'un fonctionnaire nourrisse 5 personnes, ça ne fait pas une majorité qualifiée. Ce qui veut dire que cette augmentation-là ne touche pas sensiblement l'essentiel de la population de Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. De deux, en face, on augmente le salaire des fonctionnaires, mais en même temps, on augmente le coût du carburant. Le gasoil de 615 passe à 655 et le super de 735 à 775. Même si les transports publics n'augmentent pas, mais ce n'est pas tout le monde qui prend les transports publics. Ça encore, c'est un coût que la population doit supporter. Je répète, de la part des autorités,
Ce n'est pas des explications que nous attendons, c'est des résultats. Mais en face, en même temps, ne perdons pas de vue qu'on crée encore des institutions, des structures étatiques qui seront budgétivores et dont les Ivoiriens ne voient pas en fait l'utilité dans le quotidien. On nous dit qu'ils sont en train de nommer des conseillers de gouverneurs de district. Voilà. Alors, on n'avait même pas compris en fait l'utilité de la création de ces institutions. À plus forte raison maintenant, leur conseil. Donc on ne peut pas demander aux Ivoiriens de faire des efforts et des sacrifices d'un côté, et puis de l'autre, on crée des structures qui, de notre point de vue, et nous mesurons nos propos, qui ne vont pas apporter grand-chose à la gouvernance et dans le rapport des citoyens à la chose publique. Alors, c'est en cela que nous sommes interpellés. Nous ne sommes pas en train d'appeler à une quelconque révolte, mais nous sommes en train de donner notre point de vue. Pendant qu'on demande aux Ivoiriens de serrer la ceinture, d'accepter l'augmentation du carburant, du prix du carburant, en même temps, on continue de nommer des gens à des postes qui sont créés de toutes pièces. Voilà le rapport difficile que nous avons en termes de compréhension vis-à-vis de cela. Quelles seraient les conséquences de l'augmentation du carburant, du coût du carburant? Ça serait que peut-être les transports vont augmenter, mais on nous dit que ce ne sera pas le cas, on espère. Mais en même temps, lorsque le carburant, en termes de coût, augmente, ça devient une tâche difficile pour les ménages. Ça devient très difficile pour les ménages. Alors si c'est parce qu'on a augmenté les salaires des fonctionnaires, on voudrait rappeler que ce n'est pas tout le monde qui est fonctionnaire. Et en face, on voudrait aussi qu'il y ait des panneaux publicitaires pour nous expliquer pourquoi il y a eu l'augmentation. Autant il y a eu des panneaux pour parler de l'augmentation des salaires des fonctionnaires, autant on voudrait qu'il y ait des panneaux aussi pour dire aux Ivoiriens que le carburant a augmenté. Il ne faudrait pas qu'on prenne des actes, qu'on prenne des mesures que les Ivoiriens vont supporter et qu'on s'attende à ce que ça passe facilement comme lettre à la poste. Et le fait de le dire, en quoi est-ce que c'est mauvais? Le fait de le dire, en quoi est-ce que nous sommes en train de faillir? Bien au contraire. En tant que société civile et citoyen, nous n'avons qu'un seul interlocuteur, c'est l'État. Et nous sommes à l'aise à parler de ce genre de questions parce que c'est des questions qui n'ont pas de connotation politique. Il n'y a pas de carburant pour HDP, il n'y a pas de carburant pour PPACI, il n'y a pas de carburant pour FPI, MGC, etc. Là, au moins, on peut être d'accord sur tout. C'est-à-dire que, quelles que soient les chapelles politiques, les Ivoiriens vont s'accorder sur ça. Que cette augmentation de carburant est inopportune. Alors qu'en face, on continue de nommer des gens. Que cette imposition de couverture maladie universelle n'est pas opportune. Le produit doit être encore mieux élaboré. On n'est pas contre la couverture maladie universelle. Mais faisons un bilan d'abord, et puis on verra ce que ça donne. Pour voir comment les Ivoiriens vont adhérer à ça. Le tout n'est pas de dire c'est obligatoire, c'est obligatoire, c'est obligatoire. La loi est faite pour les hommes, ce n'est pas les hommes qui sont faits pour la loi. Ça, c'est les philosophes qui le disent. Donc la loi a toute sa raison d'être lorsqu'elle pénètre vraiment les hommes, lorsqu'ils l'acceptent comme tel. Mais c'est des mesures impopulaires et qui nous tombent dessus verticalement. Nous traduisons notre mécontentement et nous ne demandons qu'une seule chose, à bien vivre dans notre pays. C'est tout ce que nous demandons. Sur le dernier point, la question des 3000 docteurs non recrutés. Nous avons regardé les manifestations de ces jeunes gens qui ont bien voulu nous rencontrer. Nous avons échangé avec eux ici. Alors là encore, il faudrait que notre pensée soit claire. Bien sûr, nous ne disons pas que l'État doit tous les recruter. L'État n'a pas d'obligation sur ce coup. Ça, il faut qu'on soit clair. L'État n'a pas d'obligation sur ce coup. C'est-à-dire que quand vous faites un doctorat, ce n'est pas machinalement que l'État se doit de vous recruter. Mais en même temps, nous quittons dans la dimension cadre juridique pour entrer dans la dimension pragmatique de la question. Ce n'est pas nous qui le disons. Les États généraux sur l'éducation et la recherche ont révélé que le secteur éducation et recherche
connaît beaucoup de difficultés. Ou bien c'est pas ce qui a été dit. Hein, mesdames et messieurs? Il faut repenser l'éducation. Nous faisons confiance à nos autorités en charge de l'éducation et de la recherche. Repenser le système éducatif, le système de recherche implique qu'il faut créer beaucoup d'universités. N'est-ce pas ce qu'ils sont en train de faire? Hein? Quand le gouvernement construit des universités, n'est-ce pas que nous applaudissons? Et ici, nous reconnaissons ces efforts, nous applaudissons. Mais on crée des universités, c'est pour les hommes. C'est-à-dire, c'est pour que des étudiants y fréquentent et c'est pour que d'autres hommes les enseignent. À un moment donné, en termes d'efficacité, pour répondre aussi à la demande, il faut recruter des enseignants. Donc le renforcement du système éducatif passe par le recrutement des enseignants. On ne voudrait pas, je veux dire, susciter des réflexions qui ne soient pas appréciées, mais en même temps, il nous apparaît que on nomme des conseillers. C'est-à-dire, nous nous interrogeons sur qu'est-ce que c'est les priorités de l'État. Il y a 3 mois, on vous disait, on nous enseignait depuis tout petit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Vous vous souvenez? Le succès d'un pays ne peut pas reposer sur un secteur d'activité. Le succès d'un pays repose sur l'éducation. Parce que si le succès d'un pays repose sur l'agriculture, si pour diriger cette agriculture, on met des gens qui sont mal éduqués, cette agriculture va s'effondrer. L'âme d'une société, c'est l'éducation. Et renforcer le système éducatif ivoirien, ça passe par le recrutement d'enseignants. À tout le moins. Donc nous demandons aux autorités, surtout au ministère de l'Enseignement supérieur, de reconsidérer un peu sa position par rapport à ce phénomène. Nous ne disons pas de les prendre ipso facto parce qu'ils sont frappés docteurs, etc. et parce qu'ils ont manifesté. Mais de considérer une politique d'absorption et de recrutement d'enseignants du supérieur pour régler et juguler les problèmes d'éducation qu'on a à présent. Autant on construit des établissements, autant on a recruté des enseignants du primaire et du secondaire, autant il faut songer à le faire également pour le supérieur. Et là, on s'en va être un peu plus fier parce que la Côte d'Ivoire devient un pays où on a des chômeurs de luxe. Voilà, ce n'est pas donné à n'importe qui de faire un doctorat. Et il faut encourager ces jeunes gens qui, au prix de 1000 sacrifices pour eux-mêmes, pour leur famille, sont parvenus à faire des doctorats, à se donner des thèses et à faire la fierté, non seulement de leur pays, de leur famille, mais aussi de leur pays. Figurez-vous que chaque année, la Côte d'Ivoire est fière de dire qu'on a eu tel nombre d'agrégés au CAMES, on a eu tel nombre d'agrégés au CAMES. Mais c'est les docteurs là qui deviennent agrégés. Donc si on veut se donner des chances d'avoir plus d'agrégés demain, il faut aussi se donner les chances d'avoir beaucoup plus de docteurs. Pour qu'on ait beaucoup plus de candidats à un concours d'agrégation de CAMES international, mais il faut qu'il y ait beaucoup de volontaires, donc beaucoup de docteurs. On se souvient encore qu'il y a 5 ans, il y a 8400 personnes qui se sont soulevées pour dire que l'État leur devait de l'argent. Et à qui on a remis de l'argent, on essaie sur la base de quoi? Et on ne sait même pas où ils sont aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc voilà des jeunes gens qui ne demandent qu'à travailler. Je pense qu'il faut les écouter. Voilà donc, mesdames et messieurs, l'économie de nos réflexions de ce matin. On vous prie de tenir pour acquis que l'objectif de l'OIDH, c'est de mettre toutes ces questions sur la table. Non pas de susciter de la haine, de la révolte, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais en tant qu'Ivoirien, les débats de la cité doivent être mis sur la table pour qu'on en discute. Ça, c'est le rôle de la société civile.